En 1916, la guerre exige de frapper plus loin et plus fort que jamais. La réponse française porte un nom, le 155 mm grande puissance Fiyu, un canon capable de changer l'équilibre de l'artillerie moderne. Bien que quelque peu oublié aujourd'hui, il fut l'un des piliers de l'artillerie française menant à la victoire de 1918 et laissa une empreinte durable bien au-delà de la Grande Guerre. Au début du XXe siècle, la guerre russo-japonaise, parfois considérée comme la première guerre moderne, annonce que la nature de la guerre a profondément changé. Durant ce conflit, l'armée japonaise assiège Port Arthur pendant 11 longs mois, multipliant les assauts aussi sanglants qu'inefficaces. Les charges de l'infanterie japonaise sont ralenties par les barbelés et fauchées par les mitrailleuses russes. Ce n'est finalement qu'avec l'arrivée d'obusiers de 280 mm que la situation se débloque, les Japonais parvenant à détruire les positions fortifiées. La France, comme toutes les grandes puissances de l'époque, dispose d'observateurs militaires sur place. Leurs rapports démontrent la puissance redoutable des mitrailleuses modernes et le rôle majeur de l'artillerie. Si l'artillerie de campagne française peut compter sur son révolutionnaire 75, entré en service en 1897, la situation est bien différente du côté de l'artillerie lourde. Celle-ci repose encore essentiellement sur le 155 mm modèle 1877 de Bange, développé après la guerre franco-prussienne de 1870-1871. Avec une portée inférieure à 10 km, une cadence de tir d'un coup par minute, l'obligation de construire une plateforme en bois et l'absence de véritable système de recul moderne, il s'agit clairement d'une arme d'un autre temps. L'armée française étudie alors son remplacement, mais les réflexions s'éternisent. Surtout que pour l'état-major, l'artillerie lourde reste secondaire. En cas de guerre contre l'Allemagne, on s'attend à un conflit court et très mobile. Ainsi, ce n'est qu'en février 1913 que les caractéristiques du futur canon lourd sont enfin arrêtées. Il doit offrir une très grande portée de 18 km, un calibre compris entre 130 et 140 mm, une vitesse initiale de 750 mètres par seconde et pouvoir être tracté par chevaux en 2 parties. Plusieurs projets sont proposés, certains même commandés, mais lorsque la Première Guerre mondiale éclate, 1 an et demi plus tard, sur les 4064 canons modernes de l'armée française, 95% sont des 75 1897, contre seulement une centaine de 155 mm courts et aucun 155 long. Dès la fin 1914, le front s'enlise dans l'interminable et sanglante guerre des tranchées. L'artillerie française, composée presque exclusivement de 75, spécifiquement conçue pour la guerre de mouvement, se retrouve en grande difficulté face à une armée allemande disposant d'une artillerie bien plus puissante et diversifiée, allant du canon de campagne de 77 mm aux obusiers de siège de 420. En catastrophe, on ressort alors des dépôts les antiques 155 de Bange, pourtant déclarés obsolètes et inaptes au combat avant-guerre. Ce n'est qu'à partir d'avril 1916 que le Schneider 155L modèle 1877-14 commence à entrer en service. Puis, à partir de septembre, on récupère des canons de marine de 138 à 145 mm montés sur affût Saint-Chamond. Mais ces solutions ne répondent que partiellement aux besoins de l'armée, qui ne sait toujours pas par quoi remplacer ces vieux de Bange, jusqu'à l'arrivée de Louis Filleau. Au début des années 1900, Louis Filleau travaille à l'arsenal de Bourges. Il y améliore le canon de 155 mm court de Bange et conçoit le mortier de 370 modèle 1914 Filleau. En 1912, il quitte l'armée et rejoint la compagnie des forges de Châtillon. C'est là qu'il côtoie un homme qui aura une influence déterminante, le lieutenant-colonel Deport. Celui-ci est non seulement l'un des concepteurs du mythique 75, mais aussi le père du 75 Modello 11 italien de 1911. Ça ne vous dit peut-être rien, et pourtant c'est le tout premier canon à affût biflèche, une véritable révolution. À cette époque, Filleau se penche sur le développement d'un canon lourd de 155 mm utilisant ce type d'affût. Il s'agit alors d'un projet personnel, sur lequel il travaille quand il en a l'occasion. Dans ces conditions, l'avancement est lent, et début 1914, il finit par abandonner l'idée. Puis vient la guerre. Comme tant d'autres, Filleau est mobilisé en août 1914, affecté à l'artillerie de campagne. Mais face à l'évolution du conflit, ou plutôt sa non-évolution, il apparaît rapidement qu'il sera plus utile à l'arrière.
Fin 1914, il est envoyé à l'arsenal de Bourges, puis à l'atelier de construction de Puteaux en 1916. C'est là qu'il peut enfin finaliser ce qui deviendra le 155 mm grande puissance Fiyu, présenté à l'armée fin 1916, en concurrence avec le 155L Schneider 1917. Le 155 GPF se distingue immédiatement par sa portée exceptionnelle. Il peut envoyer un obus de 43 kg à une vitesse initiale comprise entre 550 et 735 mètres secondes jusqu'à 18 km, une performance remarquable pour une cadence de 3 à 4 coups minute. Mais ce qui fait réellement sa particularité, c'est son champ de tir horizontal de 60 degrés. Associé à un débattement vertical de 35 degrés, il permet de battre un front de près de 20 km et ça sans bouger. C'est le seul canon de campagne de la guerre à offrir une telle capacité. Cette performance est rendue possible par son révolutionnaire affût biflèche, permettant d'orienter le tube sans déplacer l'affût. Aujourd'hui, ça peut sembler banal, mais à l'époque, c'est une véritable révolution pour un canon de cette puissance. En comparaison, son concurrent de Schneider ne dispose que d'un azimut de 4 degrés. On notera également sa position très basse, ce qui le rend plus difficile à repérer et améliore la stabilité lors du tir. L'ensemble de la conception privilège la robustesse, la simplicité d'utilisation et la production rapide, des critères essentiels face à l'urgence de la situation. En contrepartie, cette conception assez rustique rend le GPF particulièrement lourd. Il atteint 11 tonnes en position de tir, dont 4 pour le seul tube, et 13 tonnes en ordre de marche. En comparaison, le Schneider est presque 2 fois plus léger, avec environ 6 tonnes. Ce poids entraîne des contraintes importantes en matière de mobilité. Il est impossible de le tracter par chevaux, ce qui impose l'utilisation de véhicules motorisés, encore perçus à l'époque comme moins pratiques et plus contraignants. À cela s'ajoutent plusieurs handicaps. Un faible diamètre des roues, peu adapté au terrain meuble, une largeur de 2,70 m qui complique le passage sur les chemins étroits et le croisement des convois, et il n'est pas aidé par un rayon de braquage de 16 mètres. Tout cela rend son déplacement tactique fortement dépendant du réseau routier. Sa mise en batterie est également longue, nécessitant 3 à 5 heures, dont environ 1h30 pour creuser la fosse de recul, indispensable en raison de sa position basse et d'un recul pouvant atteindre 1 mètre à 1,90 m selon l'angle de tir. Ces inconvénients auraient pu condamner le GPF. Pourtant, en pratique, nombre de ces défauts sont largement atténués, voire se transforment en avantages. Certes, la traction automobile est plus contraignante, mais elle permet une vitesse sur route bien supérieure, jusqu'à 12 km/h contre 4 à 5 km/h pour un attelage hippomobile. Elle autorise également des déplacements bien plus longs, 60 à 80 km par jour contre 25. De plus, il n'a pas besoin d'être démonté en plusieurs éléments pour le transport. Et si sa mise en batterie est longue, sa portée exceptionnelle et son large débattement font qu'une fois en position, il n'est quasiment plus nécessaire de le déplacer. Enfin, pour pallier le faible diamètre des roues en terrain meuble, on utilise le système des cingolis qui réduit la pression au sol. C'est ainsi que le GPF devient en 1917 le canon de campagne lourd standard de l'armée française et qu'une première commande de 400 exemplaires est passée. L'affût est fabriqué par les usines Renault, le tube à l'arsenal de Bourges, l'ensemble supervisé par Puteaux qui se charge de l'assemblage final. En raison de sa traction automobile, il est affecté à l'artillerie lourde à tracteur. Cette dernière a pour mission de suivre le cours de la bataille afin de pouvoir intervenir rapidement en se déplaçant sur les arrières immédiats du front. Entre juin 1917 et avril 1918, 23 groupes sont équipés de 155 GPF. Un groupe comprend théoriquement 3 batteries de 4 canons, 4 tracteurs et 2 camions. Dès les premiers déploiements, dans les Flandres en août 1917, la portée et le large champ de tir du GPF donnent pleinement satisfaction. Ses capacités de concentration des feux en font un outil idéal pour les tirs d'interdiction à longue distance. Malgré son poids, sa mobilité tactique limitée et un entretien contraignant qui limite sa cadence à 25 tirs par heure, le GPF est rapidement engagé sur tous les fronts. Il le devient davantage quand la guerre redevient une guerre de mouvement en 1918. Les canons sont alors si sollicités que la durée de vie théorique du tube de 4000 coups ne représente parfois que 2 mois d'utilisation. Pour y remédier, à partir de 1918,
plutôt rallongent la chambre des canons usés qui deviennent alors des 155 GPF CA, ce qui double leur durée de vie. Malgré ça, le rythme d'usure est tel qu'il devient impossible d'équiper de nouveaux groupes qui devront se contenter des 2 Banger Schneider. En septembre 1918, on compte 408 GPF en service dans l'armée française, dont 173 ont déjà été retubés. Et la situation ne va pas s'améliorer car il est impossible d'en obtenir de nouveaux. Pour comprendre, il faut revenir un peu en arrière. Lorsque les États-Unis entrent en guerre en avril 1917, ils ne disposent d'aucune arme moderne. Ils doivent donc être équipés en avions, chars et bien sûr artillerie par les Alliés, et principalement la France. En plus du 75 modèle 1897, l'armée américaine s'intéresse très rapidement à ce nouveau 155 GPF. Convaincus par ses performances et sa facilité d'utilisation, les Américains en sont si satisfaits qu'ils en font le canon longue portée standard de leur corps expéditionnaire sous la désignation 155 mm M1917. Et au-delà des pièces produites en France, ils en lancent rapidement la production aux États-Unis sous le nom de 155 mm M1918. Cet intérêt américain a cependant une conséquence fâcheuse. L'industrie française est incapable de livrer de nouveaux GPF à sa propre armée, au moins jusqu'au printemps 1919. Résultat, l'armée française n'en recevra aucun autre, la guerre finissant fin 1918. Mais ce n'est absolument pas la fin du GPF. Durant l'entre-deux-guerres, la question de l'artillerie lourde dans l'armée française reste une fois de plus loin des priorités. Ce n'est que peu avant 1939 que le capitaine Touzard entreprend de moderniser le GPF. Notons que c'est le seul canon d'artillerie lourde à être modernisé. Ainsi modernisé, il devient le 155 GPF-T et il se distingue par une très grande modernité. L'affût est repensé et équipé de pneus increvables, ainsi que d'un bogie à 4 roues, ce qui améliore considérablement ses capacités tout-terrain. Son rehaussement supprime le besoin de creuser une fosse de recul, éliminant presque totalement le temps de mise en batterie. Autre avantage important, si ça alourdit le canon, en échange ça lui permet d'être tracté à 36 km/h. Tout cela aurait pu en faire une pièce redoutable lorsque les Allemands envahiront la France en 1940, mais à ce moment-là, seulement 24 avaient été modernisés. Ainsi, si au déclenchement de la guerre en 1939, l'artillerie française était considérée comme la plus puissante du monde, avec environ 10 000 pièces, en réalité la majorité datait de la Première Guerre mondiale. À la mobilisation, 336 GPF, toujours le canon principal de l'artillerie lourde de campagne française, permet de mettre sur pied 28 groupes. S'il reste efficace lors de l'offensive allemande en 1940, l'artillerie française se retrouve grandement pénalisée par la supériorité aérienne allemande, et se retrouve sans avion d'observation pour guider ses tirs. Elle souffre également de l'absence de moyens de communication modernes, reposant encore largement sur le fil, tandis que les communications sans fil se faisaient par message codé, avec un maximum de 100 mots à l'heure. Il faudra attendre début juin 1940 pour que l'artillerie soit autorisée à utiliser la radio, alors que la France capitule le 22 juin. Ainsi, malgré quelques succès notables, notamment en Savoie en juin, les GPF se retrouvent rapidement débordés par l'avancée allemande. Les pertes sont lourdes. Sur les 28 groupes, 5 sont capturés, 3 sabordés et plusieurs partiellement détruits. Après l'armistice, les Allemands récupèrent les GPF encore opérationnels et les réutilisent à leur compte. Ces canons se retrouvent alors aux 4 coins de l'Europe et même au-delà. Les Allemands les utilisent largement comme batterie côtière, que ce soit le long du mur de l'Atlantique, de la Norvège à l'Aquitaine, en passant par la pointe du Hoc, ainsi que dans le sud de la France et en Grèce. Dans leur rôle d'artillerie terrestre, ils sont en service au sein de l'Africa Corps de Rommel, ainsi qu'en Italie, comme lors de la bataille d'Anzio en 1943, et même par les Finlandais contre les Soviétiques. Du côté allié, les forces françaises libres en Afrique reçoivent des GPF américains en 1943, qui servent dans la première armée jusqu'en Allemagne. Les Américains utilisent également largement leur M1918 comme défense côtière, que ce soit aux Bermudes, aux Philippines ou en Australie. Quand les États-Unis rejoignent la guerre fin 1941, le GPF reste le principal canon lourd de l'armée et du corps des Marines. Il combat ainsi contre les Japonais lors des batailles des Philippines de 1941-1942 et de Guadalcanal 1942-1943, ainsi qu'en Afrique du Nord.
À partir de 1942, il est progressivement remplacé par son successeur direct, le M1A1 Long Tom. Mais il était hors de question de mettre au rebut des canons encore capables de rendre de grands services. Des M1918 sont alors fort astucieusement montés sur des châssis de chars M3 Grant, devenant le canon automoteur M12 utilisé de 1943 jusqu'à la fin de la guerre. Bien que le 155 mm GPF ait été entièrement retiré du service après la guerre, et que son histoire soit aujourd'hui quelque peu oubliée, il a marqué l'histoire de l'artillerie et son héritage perdure encore discrètement, puisque le calibre 155 mm reste le standard de l'artillerie lourde de l'OTAN encore de nos jours. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à poursuivre votre visite avec nos autres vidéos sur le même thème. Et pour ne rien manquer, pensez à vous abonner.